Bonjour à tous et bienvenue à la Médiathèque musicale de Paris. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de la Semaine du Son qui est organisée chaque année. Et je laisserai l'intervenant parler un petit peu plus puisque c'est un habitué de l'événement. Moi je suis ravie de vous accueillir à la médiathèque. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la Médiathèque musicale de Paris, c'est une médiathèque consacrée à la musique sous toutes ses formes, sur tous ses supports. C'est-à-dire que vous pouvez emprunter à la fois des CD, des partitions, des vinyles, même si vous ne pourrez pas emprunter nos vinyles patrimoniaux, vous pouvez emprunter des vinyles, des sorties récentes de vinyles. Et puis par contre, nos vinyles patrimoniaux, puisqu'on en a plus de 100 000, vous pouvez venir les écouter ici sur place, grâce aux dispositifs qui sont derrière vous. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous accueillir pour une conférence très à cœur sur la prévention des risques auditifs. Donc n'hésitez pas à abonder de questions notre auditeur. Notre conférencier qui est Jean-Louis Orviller, audioprothésiste, je m'affiche, journaliste à Guitare Part, que vous pouvez trouver à la Médiathèque musicale de Paris. Et également formateur spécialisé dans les risques auditifs, et c'est pour ça qu'on le reçoit ce soir. Eh bien, je remercie la Médiathèque musicale de Paris de m'accueillir pour cette conférence. Donc, bonsoir à toutes et tous. Alors je me présente. Donc, je m'appelle Jean-Louis Orviller, en fait je suis audioprothésiste. Au départ, c'est les personnes qui réparent les choses, enfin, qui remettent du son quand les choses sont trop dégradées, c'est-à-dire on fait des appareils auditifs en fait. Et j'ai une deuxième profession donc, que j'exerce depuis 12 ans en fait, qui est un journalisme musical, donc testeur de matériel en fait, principalement, avec pour préférence une guitare du métal. C'est pour ça que dans la présentation on vous a parlé de ça. Donc vous voyez, guitare du métal, petite prothèse auditive de 35 kg, donc un petit ampli de scène, des interviews. Et ça m'a amené un petit peu à faire des articles de prévention en milieu musical. Ça vous explique un petit peu comment je suis arrivé ici. J'ai commencé par cet article et en fait ça finit par dériver par beaucoup d'implications dans la prévention. En fait. Donc après ça donne que je fais des cours dans une école de DJ, que je fais des conférences, que je vais en milieu scolaire, que je fais aussi des actions pratiques, c'est-à-dire des actions terrain dans des festivals pour distribuer des bouchons, etc., du métal à la techno. Voilà un petit peu mon background. Donc, cette conférence s'inscrit dans le cadre de la Semaine du Son qui bat son plein, comme vous pouvez voir. C'est du 21 janvier au 3 février. C'est une semaine large parce qu'il y a beaucoup d'événements. Il y en a eu plusieurs cette semaine. Il y a encore demain un événement sur la radio numérique terrestre. En fait, vous pouvez regarder sur le programme ou sur le site lasemaine-du-son.org. Donc la Semaine du Son, c'est une association qui me tient à cœur parce qu'en fait, elle ne s'occupe pas que de santé ou pas que de... Enfin, elle est un peu comme moi, quoi. Elle est transversale. Donc vous voyez, il y a une approche culturelle, santé, industrielle, pédagogique, environnementale, bien sûr, parce que l'environnement sonore, c'est quelque chose de très, très, très important. Économique. C'est une campagne qui existe depuis 2004. Il y a une charte sur le site où vous pourrez voir en ratisse large sur tous ces... On a mis un petit peu en ligne tout ce qu'on pense qu'il faut faire un petit peu avancer dans la société. Et donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu de son et de santé. On va mixer un peu les choses. Alors d'abord, un tout petit peu de données numériques, parce qu'on ne peut pas parler du son sans parler de sa mesure, sinon ce sera un non-sens. Donc le son, d'abord, ça s'exprime par sa fréquence, donc, qui s'appelle le Hertz. En fait, c'est un chiffre, plus il est élevé, plus le son est aigu. En fait, voilà. Donc, c'est un peu comme ça qu'on peut le résumer. Et l'intensité, ça se mesure en décibels, donc une unité un peu barbare qui se base sur les logarithmes. Mais en fait, on peut très bien l'avoir comme un thermomètre, en fait, si on n'est pas à fond dans les mathématiques, et se dire tout simplement, par exemple, que c'est une unité qui a une logique qui est basée sur deux règles principales. La première, c'est que quand on a deux fois le même nombre de sources, en fait, on n'additionne pas, par exemple. La parole en moyenne est autour de 60 décibels, là je vous parle un peu plus fort, et avec l'amplification c'est plus, mais on va dire que si deux personnes parlent à 60 décibels, ça ne fera pas 120, mais 63. Et après, on va dire que comme c'est pas tout à fait linéaire, quand il y a 10 personnes qui parlent, on monte à 70. C'est à peu près
Si on retient ces deux choses, on a à peu près, on a compris l'essentiel de ce qu'il faut savoir du décibel. Après, le reste, c'est de connaître les différents niveaux, un peu comme si on savait lire un thermomètre. Après, bon, évidemment, le son, ça n'est pas que des données numériques, heureusement. Il y a la qualité du son, donc il y a le timbre, c'est la signature sonore, c'est la différence entre deux voix, ou c'est la différence entre deux guitares, entre deux pianos. En fait, on parle de timbre. La dynamique, très très important, c'est l'écart entre les sons forts et les sons faibles. Les nuances, parce qu'en fait, on a des nuances, on peut parler plus doucement, on peut parler plus fort, vous voyez. Et les harmonies qui sont des multiples de la fréquence de base. Et en fait, en musique, c'est hyper important parce qu'en fait, donc, elles viennent se surajouter. Quand il y en a beaucoup, le son nous paraît riche. Si on les perçoit pas bien, et les harmonies, bien entendu, étant des multiples, elles vont de plus en plus dans l'aigu. Quand on les perd, en fait, le son est un peu plus terne. Un tout petit peu de physiologie, juste parce qu'il faut bien. Alors, donc là, vous avez la tête en coupe. En fait, vous voyez, donc, le son, je vais vous montrer ensuite comment tout ça fonctionne avec un petit film en image de synthèse, mais très rapidement. Donc, on a le pavillon de l'oreille qui collecte le son. Le son va passer à travers le conduit auditif externe, va faire vibrer le tympan, c'est une petite membrane qu'on a au fond, dans laquelle sont prises des petits osselets qui vont faire un bras de levier. En fait, ça va correspondre à faire passer le son qui est dans l'air, dans les liquides du capteur, parce que le capteur est un milieu liquide, donc du coup, ça adapte juste la résistance, c'est ce qu'on appelle une adaptation d'impédance. Et ensuite, le son, alors plus il est gras, plus il ira au fond. Vous voyez, ça, c'est le capteur de l'oreille qui est en coupe ici, hein, sur le schéma. Et vous avez des petites cellules ciliées qui sont au fond, qui sont spécifiques à une fréquence. À partir de là, tout est spécifique à une fréquence. C'est-à-dire qu'en fait, les petites cellules sont spécifiques, les fibres nerveuses qui correspondent et les zones qui arrivent au cerveau, enfin, tout est spécifique à une fréquence particulière. C'est important toujours en musique. Et après, vous voyez, donc là, vous avez le nerf auditif. Vous voyez, donc c'est croisé, c'est-à-dire que c'est comme la vision, en fait. Le cerveau droit commande l'oreille gauche et vice-versa. Et puis accessoirement, ici, vous avez l'équilibre, en fait. C'est pas le même organe, mais c'est dans la même coque de protection. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment tout ça fonctionne à travers ce film en image de synthèse, s'il veut bien démarrer. Petite surprise. Voilà. Donc là, on fait le trajet du son. Vous voyez, donc on rentre dans le conduit auditif externe. Ça fait vibrer le tympan dans lequel sont pris les osselets. Donc toujours à la fréquence de la voix. Là, donc vous voyez, ça fait cette espèce de bras de levier. C'est comme ça que fonctionnent les osselets. C'est les plus petits os du corps humain. C'est vraiment à l'échelle millimétrique. Ça fait vibrer donc, à travers cette fenêtre ce qui va dans le petit escargot donc, qui s'appelle la cochlée, à titre accessoire, où il y a un milieu de liquide. Oui, donc là, on voit bien les liquides. Ça va aller faire vibrer une membrane qui est à l'intérieur, et selon la fréquence, il va y avoir un pic qui va tirer sur les cils. Alors là, on les voit comme ça, mais en fait, les cils sont pris dans la membrane. En fait, vous le voyez comme ça. Et ça va aller tirer, c'est ça qui va envoyer le message au cerveau. Est-ce que vous pouvez revoir le film? Comme ça, je vais faire voir sans trop parler. Le revoir. Vous avez le marteau, l'enclume et l'étrier. C'est assez logique. Celui qui est pris dans le tympan s'appelle le marteau, il va sur l'enclume, et ensuite il y a le petit étrier qui se reconnaît très facilement. Et donc là, on a les cellules ciliées bien en place, en fait. Et là, donc, on les voit dans l'état réel, en fait. Donc il y a une membrane qui est le long de des 2 tours et demi de ce petit escargot, en fait. Et selon la fréquence, le son va aller à un endroit bien précis, en fait. Et là, vous voyez le message nerveux qui monte au cerveau, en fait, à condition évidemment que les petites cellules sont bonnes. Donc ces petites cellules, comme vous l'avez vu, quand tout va bien, donc voilà, ça c'est la cochlée, donc c'est le capteur sensoriel du rat dans sa zone aiguë, en fait, en microscopie électronique, donc c'est vraiment une échelle 20 micromètres, c'est vraiment très très petit, donc c'est l'échelle cellulaire, en fait, donc vous voyez là tout va bien, tout est aligné, on dirait un potager tout à fait bien tenu.
Donc là, vous avez 3 rangées de cellules ciliées externes et une rangée de cellules ciliées internes. Si on fait subir à la bête un niveau de 30 minutes à 110 décibels, ça correspond à un marteau-piqueur, on va dire. Bah, vous voyez, il commence à y avoir un petit peu de dégâts. Si on lui fait subir 120 décibels, donc là on va dire que c'est un avion au décollage, mais quand on est au bord de la piste, toujours pendant 30 minutes. Et puis si on, alors là après, si on lui fait subir 130, donc, toujours pendant 30 minutes avec ce son aigu, hein, je vous donne le niveau relatif. Là c'est un avion au décollage, la tête dans les réacteurs. C'est le seuil de la douleur pour la plupart d'entre nous, 130 décibels. Là, vous voyez, il y a plus de dégâts. C'est juste pour dire que quand le son est vraiment trop violent, ou quand il y a un son transitoire, ou s'il y a aussi un son transitoire très violent, comme une explosion, enfin, quelque chose de très puissant, ça peut aller assez vite. Après, on n'est pas censé avoir ce genre de niveau dans les musiques amplifiées. Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, bon, la génétique fait énormément de progrès, mais il n'est pas possible à l'heure actuelle de réparer le capteur. On ne sait pas encore si ce sera transposable à l'homme, bien qu'il y a des résultats prometteurs, mais enfin, le message qu'on peut donner aux jeunes, parce que quand on les interroge, il y a un grand pourcentage qui pense que maintenant on peut tout réparer, c'est que pour l'instant, il ne faut pas parier là-dessus si on veut avoir le plaisir de la musique pendant le temps dont on en a envie. Après, il existe un système de protection automatique, on va dire, de l'oreille. Il y a un réflexe musculaire en fait, qui bloque l'étrier. Donc on en parle très vite. Parce que souvent, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais j'ai entendu dire, il y a un petit système qui protège l'oreille quand il y a un son fort, c'est super. » Ben non, en fait, c'est quelque chose de musculaire, mais vous vous doutez que ça ne dure pas bien longtemps. Donc en fait, d'abord, c'est fatigable. En plus, ça ne marche pas pour les bruits vraiment très très impulsifs. Et en plus, ça n'entre en jeu que pour les graves. Donc, de toute façon, c'est pas une protection auditive naturelle. Et l'usure, on va étudier tout à l'heure l'usure de l'oreille, elle tient compte de cette protection naturelle. Enfin, c'est quand même pas mal qu'on ait ce petit réflexe. Chez les chanteurs, ça peut se déclencher quand ils chantent eux-mêmes. Donc, en fait, c'est assez intéressant. Donc, après, petite question, qui a déjà fait un test d'audition plutôt? Oui. Qui en a fait un? D'accord, donc effectivement, ce n'est pas la majorité. Alors, c'est tout à fait normal. Alors, je vais déjà vous expliquer un petit peu ce qu'est ce schéma, mais il faut savoir que nous, les audioprothésistes, on voit souvent arriver les personnes, disons, avec le premier test d'audition de leur vie, parce qu'ils avaient des soucis finalement. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait naturellement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas de données épidémiologiques sur les problèmes d'audition, parce qu'en fait, tout le monde ne fait pas tester son audition. Un bon test d'audition, ça prend quand même au moins une bonne quinzaine de minutes si on fait les choses correctement. Donc voilà. Alors, ici, vous avez la mesure du seuil, ce qu'on appelle l'audiogramme tonal. En fait, vous voyez, donc ici, on a les fréquences de 200 à 8000, de 250 à 8000, pardon. C'est les fréquences de l'audiogramme clinique. En fait, c'est ce qu'on teste usuellement avec un casque et un appareil qu'on appelle un audiomètre. Et ensuite, on demande soit à la personne d'appuyer sur un bouton, soit de signaler quand elle entend. Et donc, on relève le niveau auquel elle entend et on le met sur cette courbe. Donc là, on a dessiné une paire. Vous voyez, le 0 est ici, c'est-à-dire c'est le seuil où on pense, enfin c'est un seuil statistique en fait, c'est le seuil de détection moyen qui a été calqué sur une population qui a été testée dans les années 60 et tous les audiomètres sont étalonnés sur cette chose-là. Puis après, donc, vous voyez, on a le volume qui va vers le bas, là, donc en fait, on dessine la perte. Après, ici, on a ce qu'on appelle l'audiogramme vocal, c'est-à-dire qu'en fait, on fait entendre des listes de 10 mots, par exemple, ici, d'abord à une intensité normale, ensuite à des intensités de plus en plus faibles pour voir à partir de combien on perd, et ensuite on monte le son pour voir si on a une intelligibilité maximale quand le son, vous voyez qu'ici on ne l'a pas, donc c'est une personne qui pose un peu plus de problèmes que la moyenne. Là, on a une oreille normale donc, qui serait matérialisée ici, et sur l'audiogramme tonal, donc là on entend simplement, c'est des fréquences pures si vous voulez, le 0 donc est ici. Après, donc, cet audiogramme, ça nous permet de tester le champ auditif humain. Donc, un être humain jeune et en bonne santé va entendre à peu près de 20 à 20 000 Hz. En dessous, c'est les infrasons. En dessus, les ultrasons. Les médiums, et on va en parler tout à l'heure dans les problèmes de mix, en fait, les médiums sont les fréquences les mieux perçues par le cerveau humain. Puis vous voyez, après, donc, pour avoir la même
pour avoir le seuil de perception, quand on se décale vers les graves, il faut de plus en plus de décibels. Et quand on se décale vers les aigus, pareil. Et c'est pareil pour la gêne. Elle intervient plus vite dans les graves et dans les aigus que dans les médiums. Donc tout ça, c'est entre la zone, on va dire, le seuil de perception et la limite supérieure de perception. C'est pas tout à fait... Enfin, ça peut l'être chez certains, mais c'est un peu en dessous du seuil de la douleur, en fait. C'est un seuil de gêne quand même important. Et là, vous avez la zone conversationnelle, c'est-à-dire ce qui doit bien être conservé pour qu'on puisse avoir une bonne intelligibilité de la parole. Après, si on reporte, bon, l'échelle est légèrement différente, mais c'est la même chose en fait. Si on reporte, donc voilà, pour la musique, il faut un tout petit peu plus de fréquence, vous voyez. Donc là, on a le chant de la musique comparé avec le chant de la parole, toujours avec le 20 000 Hz, et l'intensité, cette fois-ci, contrairement à l'audiogramme, vous voyez, l'intensité, elle est dans ce sens-là. Il faut toujours faire attention aux axes en audiologie. Après, bon, on ne peut pas vraiment projeter son audiogramme en fonction de son âge parce que c'est le milieu d'une courbe de Gauss, en fait c'est une statistique, on n'est pas tous exactement au même niveau. Mais ce qu'on sait, c'est que par rapport à l'audiogramme clinique, vous voyez qu'on n'est pas sur le 20-20 000, hein. On est sur l'audiogramme qui va, là vous voyez on a testé le 125, mais on va dire qu'on va de 125 à 8000, donc sur la zone conversationnelle, hein, celle qui sert pour la parole. Vous voyez qu'à partir de 20 ans, donc on commence à avoir une perte qui se manifeste bien dans les aigus. Vous voyez, les aigus en musique, ça commence à 2000 et les graves à 500. Donc là, on a médium, les aigus donc à partir de 20 ans, puis après, ça descend petit à petit. Donc ça, si vous voulez, c'est une projection donc, que j'ai prise sur un site qui est référencé ici. En fait, c'est une statistique plutôt sérieuse. Donc, vous voyez, 20 ans, 40 ans, 60 ans. Et puis après, on baisse inéluctablement. L'audition est un capital qui est maximal à la naissance. Et vous voyez, donc ce qu'on veut éviter avec la prévention et les différentes mesures en milieu musical, c'est d'accélérer, parce que vous voyez, donc c'est à peu près ce que le même site, mais au niveau accélération du vieillissement, on peut penser que certains perdront une vingtaine d'années on va dire, de vie auditive en bonne santé. Si je vais trop vite, hein, excusez-moi, mais je n'ai pas compris, qu'est-ce que la presbyacoustie? La presbyacousie, pardon, je suis allé un peu vite effectivement, bravo. La presbyacousie, en fait, c'est un parallèle avec la presbytie, en fait, c'est l'usure naturelle, ou pas, enfin, c'est plutôt, c'est l'usure, le vieillissement de l'audition. C'est un phénomène qui arrive naturellement chez tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, on n'y échappe pas. Après, on n'est pas tous égaux. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui sont... Il y a des gens de 20 ans qui ont des surdités importantes et il y a des gens assez âgés qui ont des audiogrammes très bien conservés. En fait, c'est un peu comme les coups de soleil. On a des gens qui vont griller tout de suite et d'autres moins. En fait, il n'y a pas tellement d'autres parallèles qu'on peut trouver. On est très inégaux dans le risque auditif et devant le vieillissement de l'audition aussi. Il y a tout un tas de facteurs dont on va parler juste après. Donc, la perte auditive, donc, on va dire 0 audition normale, on commence à appareiller quand on a une perte entre 30 et 40. Alors, c'est tout à fait normal, si vous voulez, si on dit que la parole est à 60 et qu'un murmure est à 30, on va dire que ça vous donne un ordre d'idée du niveau de la perte, sachant qu'une perte de 30 décibels, entre parler par exemple, toujours à autour de 60, et hurler, c'est à 90, pour compenser, il faudrait hurler. Vous voyez, c'est juste pour vous donner des... c'est un peu résumé, mais c'est à peu près ce qu'on peut retenir de ces niveaux. Donc vous voyez, par exemple là, la personne a une audition très bien conservée dans les fréquences graves. Ça, c'est très très fréquent. En fait, vous avez vu que les courbes de presbyacousie ont tendance à partir dans les aigus en premier. Donc là, vous avez quelqu'un qui entend bien un robinet qui goutte, finalement, qui n'entend pas bien les voix de dame, qui n'entend plus tellement les oiseaux, qui a du mal avec le P, le H, le G, vous voyez, mais qui entend bien le Z. En fait, les phonèmes, donc chaque élément de la parole a une fréquence centrale, en fait. Oula, je suis un peu... Là, donc vous voyez, le TH, tout ce qui est aigu et les sons faibles, comme ceux des petits oiseaux, la personne ne s'en rend pas compte, en fait. Qu'elle a perdu les petits oiseaux, elle s'en rend compte, en fait, qu'elle les avait perdus quand on l'appareille et qu'elle les retrouve, en fait. Parce qu'en fait, c'est des phénomènes qui sont, on va dire que c'est pas insidieux, mais vous avez vu que ça prend des décennies pour un vieillissement de l'audition, et le cerveau a tout à fait le temps de se recalibrer, donc en fait, ça arrive de manière très très graduelle et très difficile
enfin très difficile. Disons qu'on est souvent dans le déni quand on commence à perdre un petit peu. On va trouver que les gens n'articulent pas terrible dans les ambiances bruyantes, on va trouver que les gens articulent moins bien qu'avant, que le son à la télé est un peu moins bon, etc. Il y a des choses qui font que cette dégradation est très lente, mais par contre on s'en rend compte par palier. Donc vous voyez, là on le redit, cette personne entend bien un robinet qui goutte, mais a du mal avec la parole, par exemple dans les ambiances bruyantes, et sera quand même bien gênée par exemple par un bruit de moteur, mais entendra beaucoup moins bien un petit bruit de téléphone, une petite sonnerie, vous voyez, de minuterie ou quelque chose dans le style. Après, toujours pour bien comprendre ce qui se passe en milieu musical, je vais rester dans la physiologie. Donc là, vous avez le bas du ballon de rugby, là, tout à l'heure, en fait, mais dans la réalité, parce qu'on l'avait un peu stylisé, vous savez, le champ auditif, donc qui ressemblait à un ballon de rugby tout à l'heure. Là, vous avez le seuil de détection. Donc, vous voyez, c'est toujours les médiums qu'on entend le mieux. Là, on va demander à la personne, donc on va décaler un petit peu les fréquences et demander à la personne quand elle a la même sensation. Donc au seuil, bon, bah, c'est facile. Après, donc, on met le niveau à 20 décibels, et à 40, 60, vous voyez, plus on monte en fait, et moins c'est creusé. Donc en fait, plus l'oreille, plus ça se compresse en fait, et moins plus c'est difficile de faire la différence entre les différentes fréquences. En fait, ça se linéarise un petit peu. Pourquoi je vous montre ça? C'est qu'en fait, c'est ça qui va créer justement les fameuses pondérations qui sont maintenant au centre de la législation sur les niveaux sonores, les pondérations du décibel A et du décibel C. Alors qu'est-ce que c'est que le décibel A et le décibel C? Maintenant que vous avez vu le champ auditif, vous voyez, vous vous rappelez le bas, le seuil de détection est en bas, le filtre A, en fait c'est un filtre qui est calculé sur la réponse de l'oreille dans les bas niveaux, c'est-à-dire à 40 décibels. Et le filtre C, là, il n'est pas matérialisé là, sur ce graphique, mais en fait c'est la réponse de l'oreille à 70. Et ça vous explique pourquoi on utilise le décibel A pour calculer les niveaux, mais qu'il a un... Vous voyez, donc en fait c'est exactement le décibel dans toute sa splendeur, c'est un rapport de pression, mais en fait donc, le décibel A, on lui enlève simplement cette partie-là sur les graves, ce qui explique que quand il y a un bon solo de basse, en fait le sonomètre ne va pas trop bouger, et ça explique pourquoi on a des esthétiques qui se décalent dans les graves, on va en parler tout à l'heure avec la législation. Et puis le décibel C, un peu plus adapté finalement à calculer les sons forts, sachant qu'on a un écart entre les deux de 12 décibels, et que maintenant, donc, toute personne qui est ingénieur du son doit connaître ça par cœur, en fait, pratiquement, je plaisante, doit savoir lire des niveaux en décibel A et en décibel C. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Alors, le décibel, donc, c'est un rapport de pression qui sert à la mesure. Les afficheurs, donc les sonomètres, en fait, ont en général deux positions. Une position décibel A, en fait, qui est exactement la même mesure, mais on a retiré des graves. Et c'est juste, c'est le même style de calcul, mais c'est le zéro qui bouge, en fait. C'est-à-dire que le zéro à ce niveau-là, si vous voulez, c'est comme si on en enlève une partie, en fait. C'est ce qu'on appelle une pondération. Dans la pratique, il suffit, pour respecter les niveaux, il suffit juste de les lire. Mais c'était juste pour vous dire que ces 2 décibels, en fait, ils ont une logique physiologique, si vous voulez. Après, quel est l'impact des niveaux élevés sur la cochlée? Puisqu'on était dans la physiologie, on part par là. En général, ça fait une encoche centrée sur le 4000, donc qui est une fréquence aiguë. Vous vous rappelez, les aigus, ça commence à 2000. Donc 4000, c'est déjà le premier harmonique. Et on entend jusqu'à 20 000. Donc quand on commence à avoir un croix à 4000, en fait, c'est ce qui arrive aussi aux chasseurs, en particulier du côté du fusil. En fait, c'est quelque chose qui permet à l'audiogramme de dépister qu'il y a eu un traumatisme auditif. On pense que les basses fréquences impactent les octaves supérieures, ça explique pourquoi il y a maintenant une mesure en décibels C, et on le rappelle, vous avez vu le petit réflexe de tout à l'heure qui a un temps de latence, vu son côté imprévisible, les sons impulsionnels sont plus dangereux que les sons continus. Alors après, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment éviter les catastrophes si on va souvent au milieu musical? En fait, là, il va falloir que chacun fasse son propre cheminement, parce qu'en fait, on est très inégaux, c'est ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Chacun a sa dose de bruit, en plus, ça ne correspond pas seulement à la musique, en fait, on
peut très bien travailler dans une ambiance bruyante. Il y a les loisirs, le baladeur, les transports, la vie moderne en région parisienne, ou ailleurs d'ailleurs. L'âge de début, l'intensité, la durée, enfin vous voyez, il y a tout un tas de choses, des facteurs héréditaires aussi, hein, c'est pour ça qu'on n'est pas égaux, il y a des traumatiques, infectieux, il y a des médicaments aussi qui peuvent agir sur l'audition. Donc en fait, la dosimétrie, il n'y a qu'un seul moyen, c'est le test d'audition, c'est pour ça que je vous en ai parlé avant, pour que vous sachiez comment ça fonctionne en fait. En milieu festif, on ne reviendra pas trop dessus, mais il y a des facteurs annexes qui font que certaines personnes, on le voit dans tous les événements où on traîne, n'ont plus conscience de la prise de risque à cause d'alcool, médicaments, etc. Voilà. Et il y a aussi quelque chose de plutôt insidieux, c'est que bon, si on approche la main d'une plaque chauffante, on va sentir arriver la chaleur. Si on approche l'oreille d'un haut-parleur un petit peu poussé à fond, on peut avoir un certain plaisir immédiat. On va pas forcément s'en apercevoir, y compris au cours d'un événement plutôt dangereux, avant que ça s'arrête. De toute façon, le symptôme, en général, on va s'en rendre compte au moment où ça s'arrête. Il y a toute une zone orange, on a dit tout à l'heure. Le seuil de douleur commence à 120 décibels en général chez les plus sensibles, enfin en normal. C'est à 130 chez tout le monde. Les concerts donc, sont maintenant à 103. Donc, vous voyez, vous avez vu quand même que 10 décibels, c'est quand même quand on l'a dit. Enfin, plus ça va, si vous voulez, l'unité étant exponentielle, en fait, plus ça va, le logarithmique, pardon, plus ça va, plus il faut de son pour faire monter le compteur. En fait. Donc, ça va très fort, entre 100 et 130. En plus, bon, il y a une sorte de zone orange où on ne sait pas qu'on s'abîme l'oreille. On ne peut pas dire que le public est conscient de ce qui lui arrive quand ça lui arrive. La musique, en plus, c'est agréable, on va faire encore moins attention. Si quelqu'un faisait un vilain grincement dans une fréquence un peu dangereuse, on s'éloignerait tous. Un bon morceau de musique, des fois, on peut se laisser prendre. On est très loin de ce qu'on dit en prévention en milieu industriel. Voilà. Après, comment on s'en rend compte quand l'événement s'arrête? Il y a 3 signes à ne pas laisser de côté. Le premier, c'est d'avoir l'impression de coton dans les oreilles, c'est l'hypoacousie. On peut s'en rendre compte parce que quand on sort, les sons apparaissent un peu feutrés, comme s'ils venaient de neiger. J'espère que ça va pas être le cas, parce que si on l'a en sortant, c'est prévu qu'il neige chez bien. Donc, on peut avoir ça, c'est ce qu'on appelle l'hypoacousie, c'est qu'on a une baisse d'audition très rapide et que le cerveau interprète ça comme si le son venait de baisser. C'est exactement la même sensation que dans une ambiance feutrée. Le deuxième symptôme qui peut arriver, ou qui peut être d'ailleurs simultané, c'est l'acouphène. Donc en général, c'est plutôt un sifflement, mais ça peut être un bourdonnement, un acouphène, c'est ce que... Le mot d'acouphène, en fait, ça désigne un son qu'on entend mais qui ne vient pas de l'extérieur. C'est la définition du dictionnaire. Ça ne veut pas dire que c'est une hallucination, mais ça peut venir de tout un tas de causes. Quand ça vient d'un traumatisme auditif, si vous voulez, il peut être souvent allumé, ça peut être très bien un bourdonnement. Enfin, il y a tout un tas de bruits possibles dans l'acouphène de toute façon. Et dans des cas un tout petit peu plus rares, ça va être le contraire du premier, c'est-à-dire qu'on va avoir une hyperacousie, les gens vont sentir de l'événement, et soit dans les cas les plus bénins, trouver que la circulation fait un peu plus de bruit que d'habitude, et être un petit peu gêné, soit dans certains cas, ça peut devenir insupportable, un petit bruit comme ça devient insupportable. Enfin, il y a des cas heureusement rarissimes, mais bon, il faut en parler. Alors, c'est des symptômes qui ne sont pas normaux et surtout qu'il ne faut pas laisser traîner. La plupart du temps, quand les gens s'en préoccupent, il s'est passé un certain nombre de jours, voire quelques semaines. En fait, il faut savoir que c'est une urgence thérapeutique. Alors, si vous connaissez, ou si vous-même vous allez souvent en milieu festif, on va dire que on ne va pas aller consulter à 5h du matin, sortie d'événement. On devrait, mais si on n'y va pas, en fait, c'est quand on se réveille, si ça persiste, c'est là où c'est quand même mieux d'aller consulter. Ce n'est pas des épisodes à répéter, on l'a dit, hein, soit l'impression d'avoir une baisse d'audition, soit un sifflement ou un bourdonnement, soit l'impression d'une entendre trop fort. En fait, si c'est gênant et qu'il faut le traiter, il faut aller consulter le plus vite possible. Normalement, les spécialistes disent qu'au bout de 48 heures, on est devenu une urgence thérapeutique et si vraiment c'est sérieux, en fait, on a perdu quelques chances de rattraper après. Ça ne se répare pas, c'est juste que si le traumatisme n'est pas trop important, si ça ne touche pas trop
les extrémités des neurones, donc des cellules nerveuses, en fait, il y a des cas où en quelques jours il y a un peu de récupération, mais attention, répéter ces symptômes est une accélération de la presbyacousie, du vieillissement de l'audition, en fait. Et de toute façon, ça c'est quelque chose qui est très mal connu. Régulièrement, on voit arriver des gens qui ont attendu. Alors, accélérer le vieillissement de la fonction, qu'est-ce que ça donne au niveau général et au niveau musical? Alors, au niveau général, ça donne une diminution de la dynamique, c'est-à-dire qu'on perd les sons faibles, on peut gagner un petit peu de sensibilité aux sons forts, donc on réduit la dynamique, l'écart entre les sons forts et les sons faibles, qui est une notion essentielle en musique. On perd de la sélectivité fréquentielle, donc on distingue moins bien les fréquences entre elles, c'est gênant aussi. Et on a des confusions phonétiques, alors ça c'est pour le côté communication, c'est pas très drôle. Alors qu'est-ce que c'est qu'une confusion phonétique? En fait, on va prendre un exemple avec une phrase qu'on va passer dans toutes les conversations, surtout quand il y a de l'événementiel en Angleterre. Tu as vu le Chao de la reine d'Angleterre hier à la télé, donc là, la plupart du temps quand on a un phonème qui manque ou une syllabe qui manque, parce que c'est ça qui arrive, en fait. Vous avez vu tout à l'heure sur la courbe d'audition. Le cerveau va quand même trouver le sens de la phrase, on va récupérer beaucoup de choses, mais pour les sommes d'argent, c'est-à-dire quand on rend la monnaie dans une ambiance bruyante, pour les noms propres, ou si le contexte ne le permet pas, on va perdre le mot. Alors là, par exemple, on ne sait pas du tout, le cerveau est en surchauffe complète, en fait, on ne sait pas si c'est le chapeau que tout le monde connaît bien, puisque c'est sa spécialité, mais ça peut être son château, ou dans le pire des cas, son chameau, on ne le saura pas parce que la personne continue à parler, en fait, et c'est vrai que ça fait sourire, mais en fait, les personnes à qui ça arrive de manière régulière finissent par se couper de la communication. C'est un petit peu à ça qu'on sert au niveau de prothésiste, finalement, c'est de restaurer la communication pour éviter parce qu'en fait, on n'est pas dans une société, on peut faire, en général, de toute façon, on ne peut pas faire répéter 3 fois une phrase. L'interlocuteur, si vous voulez, va s'énerver. On dit toujours que la perte d'audition en général énerve un petit peu l'entourage. En fait. C'est souvent une doléance des patients qui arrivent pour les rendez-vous de renseignement. En fait. Alors, il y a des effets extra-auditifs qu'on peut citer rapidement. En général, c'est des effets qu'on peut objectiver, soit c'est le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire, perturbation du sommeil, donc augmentation du risque d'accident, trouble d'apprentissage, problème de comportement. Ça, c'est quand on est dans le bruit de manière permanente. Enfin, de manière, on va dire, fréquente. Alors après, on va revenir un peu sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, le décibel. Donc c'est compliqué, mais on peut lire ça comme un thermomètre. Et surtout, on peut se demander quel serait en moyenne un temps d'exposition raisonnable en général en termes de musique, tout simplement en extrapolant sur le droit du travail, puisque depuis 2006, en fait, le droit du travail s'est engagé avec une réflexion des ministères de la Santé européens, en fait, tout un tas de professeurs en fait, et de médecins, qui ont sorti une directive en fait, qui aboutit à un texte de loi. Donc au moins on aura une idée tout à l'heure. Alors, 50 décibels, on va dire que c'est le niveau maximum pour un travail intellectuel. Une pièce calme, en général, va être autour de 40 décibels. On a dit tout à l'heure, un murmure, ça va être autour de 30. 60 décibels, une conversation normale. 70 décibels, intérieur d'un TGV, c'est quand on parle un peu plus fort, vous voyez, à ce niveau-là. 80 décibels, un aboiement, là je ne le fais pas. 85 décibels, bon là c'est le seuil de danger, c'est à peu près ce qu'on doit avoir dans un avion de ligne. 90 décibels, entre 90 et 94, par exemple un instrument de musique du type cuivre, ou un klaxon. 95 décibels, vous voyez, trompette, klaxon, on n'est pas très loin. Tronçonneuse 100, vous voyez, ça va assez vite finalement. Donc 105, c'est l'ancien niveau maximum dans les discothèques et lieux de musique amplifiée, qui vient de baisser de 3 décibels. Maintenant vous savez que 3 décibels c'est significatif. Le Haut Conseil de la Santé publique avait demandé de le baisser à 100, mais bon, ça n'a pas été retenu. Donc à 105, c'est une sirène de police ou de pompier à 1 mètre. Moi, ça me gêne. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai beaucoup, avant d'être audioprothésiste, en fait, j'ai beaucoup exagéré au niveau des musiques amplifiées. Pas mal d'années 5 années de batterie, une vingtaine d'années de guitare électrique.
Voilà. C'est pour ça. Donc du coup, ma dynamique s'est baissée. En fait, je ne supporte pas tout à fait quand les pompiers passent trop près, il faut que je me coupe les oreilles. 110 décibels un marteau-piqueur, vous avez vu tout à l'heure que ça faisait des dégâts sur la côté de notre frein. 120 décibels, donc c'est là où commence le seuil de la douleur pour certains d'entre nous, c'est un réacteur d'avion à quelques mètres. 130 décibels, on l'a dit tout à l'heure, l'avion au décollage. Puis après on peut aller plus fort, 137 décibels la caisse claire, donc le tambour, sur le bord, en crête bien sûr. 170 décibels le fusil d'assaut, mais là c'est des niveaux de crête très impulsifs, mais là ça abîme en fait, parce qu'on va dire que l'image de se crever les tympans, alors on n'a pas de statistiques exactes, mais ce serait plutôt autour de 160 que des 100 et quelques décibels, heureusement d'ailleurs qu'on ne se crève pas les tympans dans un concert. Alors après, je vais vous expliquer un petit peu les différents niveaux du droit du travail, mais en résumé, on va dire qu'on part de 80 décibels pour 8 heures avec le principe de précaution, et puisque vous savez que ça double le nombre, enfin que chaque fois qu'on augmente de 3, c'est comme si on doublait le nombre de sources, il faut diviser le temps par 2. Donc ça va vite, si vous mettez 101 décibels, ça ferait un principe de précaution, c'est-à-dire pour quelqu'un qui s'expose professionnellement tous les jours, ça veut dire 220 jours par an, puisqu'on parle du droit du travail, eh ben on arrivera à 3 minutes 45. Vous voyez, donc c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. Le Haut Conseil de la Santé publique, pour les événements festifs, il a créé ce diagramme qui est très clair en fait. On va dire que pour eux, 100 décibels, c'est 15 minutes. Et puis après, vous voyez, donc c'est pareil, en fait, on commence par 85 décibels. Vous voyez, tout à l'heure, le droit du travail, c'est 80 décibels pour 8 heures. Le Haut Conseil de la Santé publique, les 5 décibels, mais c'est énorme, 5 décibels de plus. Et donc, vous voyez, 85 décibels pour 8 heures, ce qui veut dire 88 pour 4 heures, et 94 pour 1 heure, etc. Vous voyez, c'est le même principe, en fait. Chaque fois qu'on augmente de 3 décibels, on divise la durée par 2. Et là, on est dans la zone à risque, sinon. Vous voyez, ils l'ont fait de manière très claire. Après, le risque maximum est en lieu fermé, puisqu'on va parler des festivals et des lieux fermés, donc on n'a pas tellement de statistiques, un dispositif dont on aimerait bien qu'il soit remis en place, qui a été mis en place dans les années, il y a un petit moment déjà, en 2001, 2002, et qui n'a été réactualisé qu'en 2004-2006, donc on avait des questionnaires chez tous les médecins ORL en fait, qui devaient faire remonter les traumatismes auditifs, puisque la constatation du traumatisme auditif établi, elle arrive souvent en cabinet médical. Et donc on estimait à l'époque qu'on avait 1400 TSA, donc traumatisme auditif par an, et que plus de la moitié était consécutif à la musique amplifiée. Donc on estimait qu'il se constatait à peu près 700 traumatismes auditifs dus à la musique amplifiée par an. Voilà. Mais c'est une extrapolation, et surtout c'est des chiffres qui remontent à une époque où on écoutait beaucoup moins de smartphones, de tablettes, on consommait beaucoup moins de cases, donc on est en train d'essayer de bouger pour que ça revienne. En fait, il faudra un dispositif de remontée de ce genre de choses, mais dans les causes, si vous voulez, donc je vous épargne les statistiques, mais il y avait un risque maximum de traumatisme auditif en lieu fermé. On va voir pourquoi. En lieu fermé, là vous avez le groupe, donc là ça pourrait être une salle de concert, le son qui vous arrive directement, donc il y a une partie du son qui vient de la scène, si vous voulez, et puis après il y en a toute une partie qui rebondit, vous voyez, sur les murs. En fait, c'est tout ce qui vient de la source sonore, en fait, va se refléter, vous en aurez partout. Donc en fait, si on est dans un lieu, si on mettait cette sono très très fort, ici, on pourrait s'en éloigner, de toute façon, on est un peu prisonnier, si vous voulez, au niveau acoustique dans un lieu fermé. C'est pour ça que le risque de traumatisme auditif, si la sono devait être excessivement mal réglée, est plus grand en lieu fermé à, on va dire, intensité égale. Après, il y a aussi une question en musique de qualité de la source. Alors, si on a un petit peu de temps, je pourrais vous faire écouter la différence entre les deux. En fait, j'ai apporté ce qu'il fallait, mais cette présentation n'a pas vocation à être sonore. C'est comme ça. Quand on parle du son, on ne fait pas toujours de fichiers, puis c'est surtout que quand on fait des conférences, on ne sait pas sur quel solo on arrive. En fait. Donc là, c'est la compression dynamique, c'est justement notre écart entre les sons forts et les sons faibles. Donc en haut, vous avez le mixage du type très compressé, du type radio, et là, vous avez l'original. Et en fait, quand on fait ça, donc, pourquoi la radio le fait, c'est qu'en fait, on remonte les sons faibles vers les sons forts, en fait. C'est pour ça que c'est une compression pas vraiment dans le bon sens.
Et du coup, on entend beaucoup mieux le message dans les ambiances bruyantes. Ça vous explique un petit peu cette sensation de pompe que vous pouvez avoir quand vous écoutez certaines radios, enfin beaucoup de radios en fait, où le son est très compressé pour qu'on puisse l'écouter dans n'importe quelle situation. Et en fait, quand on fait écouter les deux, on se rend compte quand même que c'est plus qualitatif sur le son non compressé que sur le son compressé, et ça se voit tout de suite, rien qu'en visuel. Mais donc pour ceux qui sont curieux, je pourrais vous le faire écouter tout à l'heure. La législation du travail, donc très rapidement, on a dit tout à l'heure, c'était 80 décibels pour 8 heures, ou 135 en crête, parce qu'en fait, vous avez vu tout à l'heure qu'un fusil d'assaut, il peut y avoir des machines, il peut y avoir tout un tas de choses, donc les crêtes sont codifiées. On estime qu'il faut mettre des bouchons à partir de 85 décibels pour 8 heures. Hein, ça, c'est le niveau droit du travail. Et le maximum qu'un employeur a le droit d'infliger, ça concerne aussi les lieux de musique, mais ça concerne aussi les industriels. En fait, c'est le droit du travail dans sa généralité. On va dire qu'un salarié ne doit pas dépasser les 87 décibels par jour pour 8 heures et 140 en crête. Pour les musiques amplifiées, il y a une toute nouvelle loi qui est sortie. Monsieur, en crête, ça veut dire avec des pics. Ça veut dire de manière très transitoire, très rapide, avec un temps très court. Monsieur, vous savez montrer la courbe, je ne sais pas si c'est trop loin. Pardon. Il faut remontrer la courbe des pondérations. Le décibel A, c'est. Le décibel A, je vais vous la remontrer tout à l'heure si vous voulez. Le décibel A, en fait, c'est la réponse de l'oreille dans les fréquences les plus basses et c'est celle qui est la plus pondérée sur les graves. En fait. C'est pour ça qu'on a maintenant, donc avant, c'était 105 décibels mais sans temps de mesure, parce que le fait de les pondérer aussi sur un temps de mesure, ça permet de lisser un petit peu et d'avoir vraiment une mesure d'énergie plus fiable. Donc c'est 102 décibels pondérés A sur 15 minutes, au lieu de 105 avant, sans cette pondération, enfin sans les 15 minutes, et 118 décibels pondérés C sur 15 minutes simultanément. Comme ça permet d'avoir les deux mesures et de bien respecter enfin c'est un écart qui a été calculé, ça permet vraiment d'éviter les dérapages vers le haut, en particulier sur les basses fréquences. D'ailleurs, cette loi actuellement est un petit peu en retard, je vais vous expliquer pourquoi. Et ça vient un petit peu de ça aussi. Donc la loi, pour l'instant, elle donne ça, 102 et 118, hein, c'est un écart tout à fait logique, si on fait avec les calculs, on va dire, scientifiques. Et par contre, si c'est destiné aux enfants jusqu'à l'âge de 6 ans, mais attention, c'est des spectacles destinés aux enfants, ça ne veut pas dire que s'il y a des enfants, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des spectacles pour les parents, ou c'est ce niveau-là. Mais si c'est des spectacles pour enfants, c'est 94 décibels, donc on va dire que c'est le niveau d'un klaxon sur 15 minutes, et 104 pondérés C, pour garder le même écart, vous voyez, pondérés C sur 15 minutes. Ça, c'est la législation actuelle, bien que son application est un petit peu en retard. Elle était prévue pour octobre dernier, et ça coince un petit peu. Je vais vous raconter ça. Donc, après, il y a des nouvelles obligations. Enregistrer les niveaux, les deux niveaux, bien sûr. Affiché en continu, mais attention, à l'attention du sonorisateur, alors que ce serait quand même plus logique que ce soit aussi, enfin, ça c'est laissé à la discrétion, mais moi j'irais plus dans des lieux où le public peut lire, on a le droit de voir le compteur de vitesse d'une voiture où on monte, c'est un peu la même chose. On doit informer le public sur les risques auditifs, mettre enfin à disposition des bouchons adaptés au type de public, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des protections spéciales enfants s'il doit y avoir des enfants. Et ça fait couler pas mal d'encre, on va dire ça a allumé pas mal d'écran, et créer des zones de repos auditif, parce que ça c'est très important, c'est quelque chose de mal connu le repos en fait, c'est que si on fait 10 minutes de pause pendant un événement un petit peu dense, on va dire que ça donne déjà à certains mécanismes chimiques l'occasion d'intervenir, et ça fait du bien de toute façon de faire des pauses régulières. Après, manque de chance, c'est pas très clair. C'est-à-dire qu'en fait, donc, vous voyez, il y a eu des exceptions, que je vous ai mis en dessous, ce qui fait qu'en fait, par exemple, les 2 et 3, c'est enregistré, affiché, c'est s'il y a plus de 300 personnes, donc si vous êtes 299, il faut bien compter. C'est pas la même chose que si vous êtes 300. Que les 2, 3, 4, 5, 6, alors toutes ces petites choses qui vont bien sur le plan santé,
ne s'applique qu'aux lieux diffusant des sons amplifiés à titre habituel. Il faut faire attention si vous allez dans un événement occasionnel. Et surtout, il ne s'applique pas alors aux établissements de spectacle cinématographiques, donc vous n'attendez pas à trouver des bouchons dans les cinémas. Et le pire, c'est dans les établissements d'enseignement spécialisés ou supérieurs de la création artistique, ce qui fait que les écoles vont enseigner justement à mixer ou à faire du son, en fait, ils ne sont pas obligés de faire les choses. Donc en fait, c'est pas super logique. Et en fait, on ne peut pas être sûr qu'il y aura des bouchons dans l'endroit où on va, à moins de savoir combien il y aura de personnes. Après, il y a aussi la protection du riverain, parce que c'est important. Elle a évolué, donc ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, il y a une émergence qui est codifiée, vous voyez, 3 décibels, donc c'est une petite émergence, en fait, dans des octaves de 125 à 4000 Hz, donc qui commencent sur des sons plutôt graves. Il doit y avoir une étude d'impact, et alors ce qui est nouveau dans cette loi, c'est qu'il y a d'abord des contraventions, alors qui sont de 1500 ou 3000 € en cas de récidive, mais surtout, ça c'est pour la santé des équipages de police qui doivent se déplacer trop souvent aussi, ou la santé des riverains en général, mais c'est aussi une des raisons, une possibilité de confiscation de la sono pour que ça s'arrête. Ça c'est... Voilà, donc ça c'est le nouveau texte. Ce nouveau texte, donc il est un petit peu en retrait, alors pour vous résumer ça rapidement, on va dire que... il y a une incertitude, en fait c'est un peu compliqué de mesurer les basses fréquences dans un lieu parce qu'en fait il y a une très grande longueur d'onde, ça peut faire plusieurs mètres la vibration si vous voulez peut faire plusieurs mètres de long, et donc selon l'endroit où on se positionne, on va tomber sur un endroit plus ou moins haut du son. En fait, il y a des phénomènes d'interférence qui se créent, il y a des zones où il y a moins de décibels, et des zones où il y a plus de décibels dans la même pièce en fonction de chaque morceau. Ce qui fait que selon le protocole de mesure, en fait, ça ne va pas donner la même mesure. Et ça, ce protocole ne peut pas être imposé par la loi, donc il y a un petit problème pour faire appliquer cette loi sur les basses fréquences. En plus, ça compromet certaines esthétiques sonores qui devaient, à mon sens, avoir un peu profité de la législation du décibel A pour décaler un petit peu la sensation sur les très basses fréquences. Et puis, il y a la même incertitude pour les émergences vis-à-vis des riverains, ce qui n'est pas acceptable. C'est-à-dire que si vous dites j'entends du boum boum dans un lieu qui a un autre étage d'un immeuble où il y a un lieu de musique amplifiée, il faut quand même que, si ça doit être appliqué dans un tribunal, il faut quand même que la mesure soit codifiée. Donc ça, c'est la première chose que je n'oublie rien, donc le protocole. Sachant qu'il y a des protocoles faisant référence et qu'il suffirait juste de se mettre d'accord dessus. Il y a une pétition qui circule contre le texte de loi et le ministère de la Culture, pour l'instant, a fait état de sa position de ne pas vouloir signer tant qu'il y a ces incertitudes et ces problèmes de compromission d'esthétique sonore, voire de certains lieux qui auront des problèmes pour faire certaines choses. C'est vrai qu'après, si on mettait une batterie ici, et qu'on tape dessus, comme moi je faisais quand j'en jouais, en fait, on arrive quand même à des niveaux qui sont dangereux pour l'audition. En fait. Donc ça demande au minimum des protections. Alors, puisqu'on parle de musique, on parle rapidement des appareils portables. Donc les casques de baladeurs ou de smartphones sont bridés à 100 décibels, donc maintenant vous savez que c'est quand même puissant. Donc alors, la loi qui date de 2016, on va dire que ça a été mis à jour sur la loi de 2016. On va dire que les messages d'avertissement ont été changés pour qu'on dise c'est pas seulement à pleine puissance qu'on peut s'abîmer, il faut faire attention, c'est un peu comme un deux roues finalement, il faut apprendre à l'utiliser. Sachant que depuis 1998, donc ils sont bridés à 100 décibels, vous avez vu tout à l'heure que c'est quand même un niveau important. Et que pour les casques analogiques, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas Bluetooth en fait électriques, en fait c'est basé sur un voltage de sortie en fait, mais ce qu'il faut savoir c'est que beaucoup de casques en fait, comme c'est des dispositifs électromécaniques, n'ont pas le même rendement. Donc en fait on peut très bien on estime qu'il y a 30% de casques, quand on s'achète des casques de marque, pour prendre les petits écouteurs d'origine, en fait, il y a 30% des casques qui peuvent de toute façon dépasser. Donc après, on ne peut pas dire, si je mets mon smartphone, par exemple, il est gradué de 0 à 30, si je le mets à 10, qu'est-ce qui m'arrive? En fait, on ne sait pas vraiment, il faut juste faire attention. Avec le Bluetooth, on pourra peut-être créer une application de dosimétrie. L'OMS est en train
travailler dessus. Alors, souvent, on me demande, et alors quel casque choisir? D'abord pour la qualité, hein, parce qu'on parle aussi d'un audioprothésiste, musicien, on va dire, qui est sensible à ce genre de choses. Et puis, est-ce qu'il y en a un qui est plus dangereux que l'autre? Est-ce que les petits écouteurs sont plus dangereux que les casques? En fait, ça dépend vraiment de ce qu'on fait avec. Effectivement, avec l'insertion, si vous voulez, on peut faire des choses bien dangereuses avec les embouts qui s'insèrent, si vous voulez, profondément dans l'oreille. Mais de toute façon, dans les deux cas, moi je dirais que le danger est le même. C'est une question de ce qu'on met dedans, du spectre sonore finalement de ce qu'on écoute. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, il y a les casques Sony ouverts ou ouverts qui ne sont pas adaptés à l'écoute en mobilité, mais qui sont très bien pour écouter chez soi. Les casques à réducteur de bruit ou les casques sans réducteur, parce que donc on a des réducteurs de bruit qui prennent le son à l'extérieur et qui le réinjectent à l'envers, si vous voulez, pour l'atténuer, en fait, qui sont très efficaces. Ou alors on a des casques vraiment avec des très très bonnes oreillettes qui amortissent bien le son, mais attention, c'est dangereux dans la rue, parce qu'en plus la musique occupe des ressources cérébrales. Moi, donc, je suis venu du 18e à pied avec mon casque sur les oreilles, mais je fais 2 fois plus attention en traversant. C'est vrai qu'on se laisse très vite distraire, en fait, et en plus ça occupe des ressources cérébrales. Le risque est maximal, on va dire. Il y a eu des statistiques faites aux USA pour l'homme de moins de 26 ans en milieu urbain, et le véhicule le plus impliqué dans les accidents est un train qu'on n'a pas entendu arriver. En fait, ça vous explique un petit peu ce que vous voyez sur les infos du week-end, hélas. Alors, donc, importance de choisir son casque aussi avec la qualité, la bande passante, la dynamique, etc. Parce qu'en fait, avec un casque de bonne qualité, on aura moins tendance à pousser aussi. Quand le son est bon, on a moins tendance à monter, c'est tout à fait ça. Puis après, bon, attention, si on prend des petits casques donc intra-auriculaires et des petites oreillettes, en fait, on n'a pas tous la même taille de conduit auditif, certains fabricants n'y pensent pas. Donc ça vous explique pourquoi des fois, ceux qui ont des petits conduits ont du mal à les mettre, et puis ceux qui ont des plus gros conduits, et ça va bien. Il y a vraiment des différences. On peut avoir sur la même personne une oreille qui va du simple au double en fonction des deux côtés. On n'est pas forcément symétrique. Et ça, c'est l'audioprothésiste qui vous dit ça. Il faut faire attention au serrage, au confort. Enfin, de toute façon, quand on achète un casque, il ne faut pas seulement se baser sur le marketing. Oui, monsieur. Le casque intra-auriculaire, à la proximité du tympan, sont plus dangereux que les casques. Si on les pousse vraiment, il y a ce qu'on appelle le gain d'insertion qui permet d'envoyer plus de son, mais on n'est pas censé pousser. De toute façon, un casque, on va dire, de type disc jockey, par exemple, il y a un casque qui est très très prisé de chez les disc jockeys qui monte à des niveaux, par exemple, qui sont entre le seuil de gêne maxillaire, ils doivent être à 125 décibels, par exemple. En fait, on est à des niveaux, il ne faut pas s'infliger ça de toute façon. Dans les deux cas, si vous voulez, on ne peut pas dire. Il y a certaines oreillettes intra-auriculaires qui sont moins dangereuses que certains casques qui ont plus de rendement. Il y a aussi cette question-là qui fait qu'on ne peut pas établir une règle sans lire la notice. Excusez-moi, les casques auriculaires, ils doivent être portés maximum de... En fait, on doit faire des pauses. Je vais vous donner les chiffres. J'en vois plein dans les magasins. Je vais vous donner les chiffres juste après. Donc, pour savoir un petit peu le ressenti du public, bon, on a plein d'enquêtes, hein, j'en ai des wagons, je vous ai juste gardé ces 2 chiffres, en fait, c'est qu'on parle de jeunes, on va dire des 13-25 ans. 56% jugent le volume sonore fréquemment excessif lors des soirs en discothèque, un peu moins lors des concerts, 40%, et une majorité sensible à la question du volume sonore dans les espaces publics, bars, cinéma. Ça, c'est ce que je projette aux professionnels quand il y a du son, quand il y en a, de façon à... Voilà, ça c'est l'opinion du public. Il y en a plein. De toute façon, chaque fois qu'on fait les questionnaires, on trouve tous que le son au cinéma peut être un peu bon, etc. Et dans les concerts, et dans les bars. Alors, les bonnes pratiques, on arrive aux pauses, madame. Ce qu'il faut savoir, c'est que le volume, ce n'est pas la seule chose à bouger. Pas trop fort, pas trop longtemps, pas trop souvent. C'est intensité, durée et répétition qui comptent. Comme on ne peut pas prévoir, comme on n'est pas tous pareils, il y a seul moyen, si quelqu'un a une pratique à c'est de faire des tests d'audition. Après les pauses, c'est 10 minutes, hein, on l'a dit tout à l'heure, 10 minutes. Et la recommandation du ministère de la Santé,
pour toutes les écoutes, c'est 30 minutes toutes les 2 heures ou 10 minutes toutes les 45 minutes. Donc ça vous donne, on va dire, il faut faire au moins une pause de 10 minutes par heure, voire toutes les 45 minutes pour se conformer aux recommandations du ministère de la Santé quand on écoute au casque. Ça fait respirer de toute façon. Là, vous parlez de Pause. mais le fait de porter un téléphone, un casque à l'intérieur de l'oreille, j'en vois pas chez les caissiers, par exemple, de Emma, quand je sors là. Et l'on dans leur caisse, c'est quand même. Ben, il faudra. Après, il n'y a peut-être pas du son en permanence dedans. C'est en écoute. En fait, ça, c'est les recommandations en termes d'écoute. En fait. Vous voyez, c'est pendant une séance d'exposition. Ça, c'est des pauses. Ça, c'est les pauses. Et bien entendu, il faut penser à des pauses thérapeutiques les lendemains de concert, c'est-à-dire pas de tronçonneuse, de bricolage, de choses comme ça. Excusez-moi, dans les magasins, effectivement, quand ils ont une bande sonore qui passe toute la journée, je suis pas sûre. Ben, c'est pas évident, effectivement. Après, tout dépend des niveaux, mais bon, il y a une législation du travail qui fait que ça ne devrait pas dépasser certains niveaux de toute façon, puisque ça s'applique à tous, que ce soit les gens qui travaillent en usine, les gens qui travaillent en magasin et les gens qui travaillent dans des lieux de musique. Et comment ces textes-là? Cela, c'est sur Légifrance, en fait, le site du gouvernement. En fait, on les trouve en ligne sur le site du gouvernement, donc Légifrance. Mais je mets quoi comme recherche? Je n'ai pas les termes Légifrance. Vous tapez Légifrance sur Google et puis loi musique amplifiée, ça devrait. C'est pas de la musique. Sinon. C'est des consignes que donne. C'est le texte de loi en fait qui se passe sur des rapports du Haut Conseil de la Santé publique qui eux-mêmes ont des réunions européennes, il y a des directives européennes, il y a des rapports. Par exemple, la loi dont on a parlé tout à l'heure sur les lieux de musique amplifiée se base sur un rapport de 2013 du Haut Conseil de la Santé publique où il y avait plein de recommandations, y compris de mettre à 100 décibels et pas à 102. Alors, le bon sens, bon, on ne sait pas ce qui va nous arriver quand on va dans un endroit, on ne sait pas, la minimisation des niveaux ne sera pas forcément appliquée, on n'est pas à l'abri d'une fête, dans combien de mariages comme ça, il y a des locations de solo avec des gens qui ne sont pas forcément des disjockeys professionnels, et donc on a une grande salle comme ça, la table qui est à côté s'en prend pas la tête. Moi ça m'est arrivé personnellement de me lever plusieurs fois parce qu'en fait, dans la famille, c'est moi qu'on envoie dans ces cas-là. Et j'ai pas mal de neveux et nièces qui se marient ces temps-ci, donc c'est très fréquent. En fait, on peut très bien être confronté à un risque auditif très sérieux, parce que les sonos maintenant ont des rendements sur des petites sonos qui n'ont pas l'air de grand-chose, en fait, ont des rendements qui sont très très importants. Et puis ça peut arriver aussi en cas de musique non amplifiée, on a parlé de la batterie tout à l'heure, donc il existe des protections auditives spéciales pour la musique. Alors les protections auditives, vous avez les bouchons basiques, ça c'est ceux qu'on distribue, c'est de la mousse, il faut les rouler pour les rentrer dans l'oreille parce que souvent on essaie de les bourrer, ça ne marche pas. Vous avez les mêmes en silicone qui ressemblent un petit peu à quelque chose, qui ressemblent un petit peu à des projectiles mais qui n'en sont pas, cela atténue les aigus en fait. Vous avez les casques qui atténuent un peu plus les graves aussi en même temps, mais qui ont, en général, on a à peu près les mêmes niveaux d'atténuation. C'est pas rare d'avoir des bouchons qui atténuent autant qu'un casque, mais pas forcément sur les mêmes fréquences dans les graves, c'est ça. Là, vous avez les casques avec un dispositif actif, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous voyez, vous avez le son extérieur qui est en bleu, et en fait, ça va le réinjecter en rouge pour annuler. Là, vous avez des filtres. Alors ça, c'est des dispositifs, c'est des produits standards qui coûtent une quinzaine d'euros, donc avec des filtres spéciaux musique. Là, vous avez ceux sur mesure qui vont coûter entre, on va dire, 120, 170, 190 euros sur le terrain, selon l'endroit où vous avez, quelle que soit la marque, vous avez plusieurs fabricants. Ça, c'est des bouchons pour dormir. Ça, c'est des modèles pour l'industrie, vous voyez, qu'il n'y a pas le même filtre que ceux-là. Ça, c'est un protecteur actif, alors qui coûte plus cher, enfin, je ne sais, j'ai pas eu l'occasion de le tester, c'est un bouchon actif en fait. Mais vous voyez qu'il est livré avec beaucoup de petits embouts, ce qui vous explique pourquoi les casques de smartphone devraient eux aussi être livrés avec au moins 2-3 embouts. Là, pour les vedettes ou les personnes qui font de la scène, vous avez ça, c'est des ear monitors d'invités, on dit ça, c'est des modèles standards en fait. Donc vous avez un retour avec des haut-parleurs qui est branché dans la sono. Hein, c'est comme des écouteurs, mais des fois il y a 2, 3, voire parfois plus de voix. Et là, vous avez le même fait sur mesure. Alors ça, c'est ce que vous voyez dans les concerts. Donc ça sert à la fois de protection auditive parce que ça bloque le son extérieur
et de retour, s'il est bien calibré par l'ingé son, la vedette, l'artiste en tout cas est en sécurité. Donc vous voyez, on va dire qu'un bouchon musical va avoir une atténuation plus linéaire, et les bouchons mousse, les bouchons basiques, et c'est pour ça que souvent dans les concerts, atténue plus les aigus, donc en fait ça casse un petit peu la finesse des harmoniques et du son, le solo de guitare va moins loin, en fait c'est pas... Oui. Concernant les protections auditives, concernant les ear monitors, du fait que c'est amplifié à l'intérieur, ça protège vraiment du son Si c'est bien calibré. Parce qu'on reçoit quand même le son à l'intérieur des ears. Oui, mais après c'est une question de calibration. On a des moyens de mesure chez les audioprothésistes du son qui arrive au tympan. En fait. Après c'est une question de calibration, mais ça dans la pratique c'est une question d'être raisonnable et pas de mettre son ear monitor trop fort. Donc vous voyez, les protections auditives spéciales musique, en fait c'est pas bien mystérieux. Là je vous en ai mis quelques-unes en coupe vite fait. Ça c'est le produit standard de tout à l'heure. Vous voyez, c'est simplement des petites corolles, des perçages, voire des perçages avec une petite membrane selon la marque, mais en général tout ce que ça sert en fait c'est d'atténuer le son tout en le conservant à peu près comme il était. C'est une impédance en fait, c'est une résistance au son pour l'atténuer, mais en le dénaturant moins. Donc c'est moins sécurisant, c'est-à-dire qu'il passe plus de son qu'avec un bouchon qui n'est pas musical, mais l'avantage, vous voyez, donc là, vous voyez, on a l'entrée, on a juste une membrane, et puis après, hop, ça voilà. Celui-ci, il y a une membrane, une caisse de résonance, un peu comme pour une guitare, vous voyez. Et ensuite ça, c'est pas des choses bien mystérieuses, c'est juste des bouchons qui sont un peu moins sécurisants, mais c'est quand même une technologie intéressante. Sur mesure, c'est très confortable. Moi, je ne peux plus de toute façon aller dans un concert en passant. Puis, de toute façon, je ne le ferai pas, comme vous le savez. Mais vous voyez, donc, les produits standards coûtent entre 15 et 25 euros selon qu'on les achète sur Internet avec des frais de port ou sur le terrain. Mais de toute façon, ils durent en moyenne 5 ans, si vous voulez. Après, ça dépend un peu des transpirations de chacun. Ces produits-là, ça se calcule pour 5 ans. Ceux qui ont une transpiration un tout petit peu acide les useront un petit peu plus vite, ça se commande pas, on peut pas, c'est pas une question d'acidité du caractère, mais une question d'acidité de la transpiration. Après, il y en a des tonnes de bouchons comme ça, pour bien savoir les choisir, donc vous voyez, c'est livré avec des tableaux qui ont l'air un peu barbares, en fait, ça l'est pas. Il y a 3 valeurs. Il y a ce qu'on appelle le SNR, c'est même marqué sur les bouchons mousse, c'est la force du bouchon. Enfin, vous avez des bouchons mousse qui sont à 23, d'autres à 35, 32. Ça, c'est le niveau qu'on reçoit en décibels A par rapport au niveau sonore. Donc, en fait, ça vous donnera la force du bouchon s'il est bien mis. Parce qu'il y en a plusieurs, donc voilà. Et vous la retirez des 103 décibels et vous savez à peu près où vous en êtes. En particulier dans l'industrie, on utilise des valeurs HML. Donc, en fait, c'est grave, médium, aigu sur les 3 bandes. C'est-à-dire jusqu'à 500, entre 500 et 2000 et au-dessus de 2000. Ça donne un petit peu, pour les voix industrielles, c'est très utile. Pour la musique, ce qui est plus utile, c'est l'APV, donc c'est bande de fréquence par bande de fréquence des chiffres qui normalement font la courbe que je vous ai montré tout à l'heure. Si la courbe plonge trop sur les aigus, c'est que le produit est moins musical. Plus c'est linéaire, en fait, mieux c'est. Ou relativement linéaire, parce que c'est pas exact. Après, un bouchon, pour être efficace, ça se met tout le temps. Il y a des gens qui disent, bon, je vais le mettre la moitié du temps, j'aurai pris la moitié de la dose, c'est raté. C'est l'image du parapluie en fait, c'est-à-dire que c'est comme quand la pluie est très très forte, en fait on sort ou la neige, on sort et 2 minutes après on est mouillé, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que selon l'INRS, pour les gens qui travaillent en milieu industriel, si on enlève ces bouchons 10 minutes sur 8 heures de travail, on perd 43% d'efficacité, ça va très vite. C'est pour ça que je vous ai mis le coup du parapluie, sans jeu de mots. C'est la meilleure chose à savoir, c'est que le bouchon ça se met d'abord de manière correcte. Pour les chanteurs et pour ceux qui se font faire des sur-mesures, si ça gêne quand on parle, quand on met des bouchons, faut revoir la personne qui vous l'a fait parce qu'il y a des problèmes aussi de longueur résiduelle dans le conduit. C'est l'inverse de ce qui se passe avec les casques intra-auriculaires. Ça se met en place d'une certaine manière. Il faudra bien écouter si vous faites des sur-mesures les conseils de mise en place. Mais pour les bouchons mousse qu'on vous distribue, je le redis, ça s'écrase comme une cigarette. On le rentre et on le laisse gonfler. La plupart du temps, 90% des personnes ne le savent pas, et si c'est distribué dans une zone où il y a beaucoup de bruit, on n'arrive pas à vous l'expliquer à chaque fois. Ça se nettoie et ça s'entretient aussi ces bouchons, puisqu'on a dit que ça dure 5 ans, on peut le faire, il y a des produits spéciaux, et si on n'en a pas, de l'eau et du savon. En faisant attention si vous achetez un produit avec une membrane, de ne pas mouiller la membrane, mais ça s'entretient très facilement, mais il faut l'entretenir après chaque... Alors,
si je travaille en milieu industriel, et est-ce que je peux demander à mon patron des protections auditives pour aller au concert? Ben non, en fait. Ce que je voulais montrer tout à l'heure, il y a des protections auditives pour chaque chose. Au travail, c'est la responsabilité de l'employeur. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Dans les musiques, c'est plus compliqué. Il faut vraiment que le poste de travail soit considéré comme étant dans le bruit. Mais si le poste de travail est considéré dans le bruit, depuis 2006, l'employeur est responsable en cas de baisse d'audition et la protection de l'audition est sa responsabilité. C'est inscrit dans le texte de loi. Donc si vous travaillez dans un endroit comme une médiathèque et que vous allez souvent au concert, on peut demander à l'employeur quand même s'il n'y aurait pas une prise en charge ce qui devrait être le cas. Si on n'a pas de protection, effectivement, il faut se protéger avec ce qu'on a là. Autre question qui est souvent posée, quel est le maximum de protection qu'on peut avoir? Il y a des gens, vous savez, vous avez peut-être vu des gens qui font du tuning, donc avec des très très grosses sonos dans des petites voitures où ils rajoutent pas mal de choses, des longs, etc. Puis après, il y en a un qui s'enferme dedans avec un casque, et puis il monte à des niveaux qui sont très au-dessus de l'avion des collèges de tout à l'heure. Est-ce que c'est intelligent? La réponse est non. Alors, on peut pas dépasser une certaine protection, mais surtout, même en faisant une double protection, il y a des gens qui essayent bouchon plus casque. En fait, on ne double pas la protection. On va gagner 5 à 10 décibels, c'est bien, et encore à condition que le casque ne déplace pas bouchon. Il y a un monsieur qui a fait ça, justement, mousse plus casque, et qui a fait une étude dessus. Alors, je vous la montre parce qu'elle est très intéressante. D'abord, elle va nous donner le fameux maximum de tout à l'heure. Maximum de protection auditive, c'est dans les aigus, on va arriver à 40 décibels. Ça veut dire que, de toute façon, après, le son va passer au niveau des os, en fait. Ça passe directement, ça stimule les autres petits os que vous avez vus, là, les petits osselets. De toute façon, ça va passer directement, pour stimuler le capteur. Donc, on va dire qu'on ne dépassera pas 40 décibels d'atténuation de toute façon. Donc, si vous prenez 140, par exemple, ce qui peut être le cas de ces fameuses sonos, puisque maintenant on a plein de fabricants de sonos qui parlent de 139, 140 sans distorsion, et on l'a vérifié. Voilà, il vous reste 100 décibels dans les oreilles, même avec le meilleur bouchon qu'on peut faire, sachant qu'il y a toujours une petite incertitude, et que les 40, c'est plutôt les bouchons sommeil que les bouchons musique. Un bouchon musique, on va dire qu'en moyenne, les plus puissants vont à 25. À 30, après, dès qu'on a 30 d'atténuation, il n'y a plus assez de musicalité, ils ont arrêté. Enfin, c'est pour ça que ça ne dépasse pas. Donc, vous voyez, là, il a mis le casque, il a laissé les gens mettre le casque et les écouteurs tout seuls, donc on a une certaine atténuation. Là, ils ont un petit peu d'explication, donc c'est mieux. Puis là, il le met en place lui-même. Et vous voyez que la mise en place, quand même, puisque là, on a les fréquences ici, donc vous voyez, c'est celle de l'Edevarm clinique. Là, puisqu'après il a testé avec ça, et là vous avez l'atténuation qui est ici, donc en fait, plus ça descend, plus c'est atténué. Donc vous voyez que la mise en place est essentielle. D'ailleurs, vous voyez, un bouchon en mousse, on a une incertitude de 10 points, donc si on vous distribue des bouchons en mousse à 23 décibels, ça peut être le cas, parce que les gens ne regardent pas toujours font pas toujours le calcul. Ça veut dire qu'il vous en restera plus que 13, et même un bouchon sur mesure, moulé, individualisé, mal mis, on peut déjà perdre quand même 5 décibels. Vous savez que c'est pas rien. 5 décibels, vous voyez, il y a quand même une décote. En cas d'accident auditif, il ne faut pas du tout aller chez son généraliste pour attendre qu'il envoie, etc. Il faut vite, on peut aller vite chez l'ORL, même la sécurité sociale l'admet dans un article là, qui est cité ici, en fait. Il faut aller aux urgences ou voir un médecin spécialisé. Enfin, on va voir le médecin qui est sous la main, mais il faut consulter très vite quand on a un traumatisme, en particulier s'il est important, si quelqu'un dit qu'il n'entend rien du tout en sortant d'un concert. Il y a des gens qui m'ont raconté que ça leur était arrivé, qu'ils avaient attendu 3 jours. Vous voyez, c'est pour ça que c'est bien d'en parler autour de vous, maintenant que vous avez suivi cette... Mais qu'est-ce qu'il peut faire l'ORL? Alors, il peut donner des corticoïdes, il peut aussi mettre dans un questionnaire hyperbare, enfin, il y a un certain nombre de choses, à condition qu'il n'y ait pas une dégradation trop grande. C'est-à-dire qu'on ne peut pas promettre que ça se répare et la récupération n'est pas forcément complète, mais si les dégâts ne sont pas trop importants au niveau, on va dire, des neurones, ça peut le faire. Et par contre, si les cellules sont arrachées, tout à l'heure, ça ne se répare pas du tout. Vous voyez, pour ça, on ne peut pas dire qu'on peut réparer, mais on peut rattraper certains problèmes si on les prend vite. Alors après, avant d'arrêter d'aller dans les musiques amplifiées, il faut savoir quand même que d'abord, il y a des solutions, qu'il y a une pétition contre le texte de loi pour
Ça parle de problèmes de coût, d'ailleurs. Ça en parle tellement que je me suis fendu d'une tribune qui est si vous cherchez avec mon nom, je vous redonnerai tout à l'heure, et les échos de l'économie, vous verrez un petit peu une analyse, alors là, sur ce plan-là, avec un appel effectivement au ministère des Finances pour qu'il y ait des déductions fiscales pour certains lieux. Peut-être ça, c'est une chose qui serait bien, parce qu'effectivement, choix et aménagement du local, revêtement, bon, on peut trouver des revêtements, il existe des revêtements pas forcément très chers qui permettent quand même de corriger. Après, si on en vient à changer le plancher pour un plancher vibrant pour mettre moins de son et qu'on ait quand même un peu de sensation, ça coûte plus cher. Donc on ne va pas non plus dire que ça coûte rien, mais toutes les solutions ne sont pas coûteuses et complexes. Les zones de calme, quand on crée un lieu de nuit, il faut penser aussi, par exemple, peut-être qu'en mettant le bar dans une zone un peu plus calme, ça favorise la convivialité, ça reste quand même un lieu bruyant, mais c'est quand même moins bruyant que si on met le bar directement entre les enceintes ou dans les festivals contre la sono. Ça, je vois ça régulièrement. Donc limiter les niveaux, ça c'est une évidence, mais aussi optimiser le spectre. Vous avez vu les graves, les aigus, les niveaux, etc. Tout ça, c'est un métier. Nous, on le fait en tant qu'audioprothésiste à l'intérieur d'une toute petite salle de concert, on va dire, qui s'appelle le conduit auditif pour un public qui est une seule personne. Mais il y a des choses, si vous voulez, qui correspondent bien. Quand il y a plusieurs instruments, on peut très bien travailler la cohabitation sonore plutôt que chacun monte le son de son amplificateur. Je vous ai dit que je fais du métal. Bon, dans le métal, il y a des règles. Le guitariste soliste va un petit peu les chercher dans les aigus, et le guitariste rythmique va rester un petit peu sur les médiums et les graves. Et le guitariste soliste creusera justement les médiums pour passer. Tous les instruments produisent des médiums. Donc si tout le monde appuie sur le médium, en fait, automatiquement, ça crée la nuit sonore assez vite. Mais tout ça, si vous voulez, un véritable ingénieur du son va le savoir. Le haut médium et les aigus, ça sort du mix. Les basses fréquences, il faut y faire attention pour le public, puisqu'on a vu que c'était dangereux et que maintenant il y a des décibels C. Et pour les voisins, parce que ça, c'est le premier truc qui va, quand on entend une fête au loin, c'est le boum boum qui passe. Un peu de transparence en affichant les niveaux. Bon, maintenant, il y a des smartphones avec des micros adaptés, il n'y a pas besoin de s'acheter des appareils super chers quand même déjà pour avoir une ordre d'idée du spectre sonore d'une musique. Et puis tenir compte de la fatigue auditive. Combien de fois dans des festivals, en fin de nuit, on voit que les niveaux montent parce que l'ingé son, à force d'en avoir... Parce que, si vous voulez, au fil du temps, on va avoir ce qu'on appelle la fatigue auditive, c'est-à-dire que c'est une sorte de baisse d'audition, finalement, on entend moins bien. Donc la personne va tout simplement compenser à la sono. Et puis tenir compte de la psychoacoustique, c'est-à-dire que quand vraiment on met tout à fond, quand on monte trop, si vous voulez, l'oreille se compresse naturellement, vous l'avez vu tout à l'heure avec les courbes là, que je vous ai montrées. Donc tout ça, il faut absolument le savoir. Il n'y a pas de permis de sono. Il y a des gens, y compris chez les professionnels, qui disent que ce sera une nécessité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a besoin d'un permis, on a besoin d'études pour faire certaines choses, on a besoin d'un permis pour conduire un poids lourd, mais par contre, pour une sono poids lourd qui sonorise, on va dire, des dizaines de milliers de personnes, il n'y a pas forcément besoin d'un permis, donc il faut vraiment que le professionnel soit compétent. Suspendre une sono, ça arrange les choses, à condition qu'on puisse les suspendre, toutes n'ont pas été prévues. La multidiffusion, c'est-à-dire les haut-parleurs qui envoient du son sur plusieurs endroits du public au lieu d'une sono faciale, c'est tellement mieux. Multiplier les haut-parleurs de grave permet justement d'en envoyer moins, mais ça coûte. Tenir compte des facteurs environnementaux, il faut savoir qu'en dessous d'une certaine hygrométrie ou au-dessus d'une certaine hygrométrie, le son en voix change. Il y a le son a ses petites habitudes, on va dire. Pour les guitaristes, on a des cabinets d'isolation. Si vraiment on a envie de mettre nos amplis à fond, on peut aussi mettre l'ampli à fond dans une boîte où est enfermé un haut-parleur et récupérer le son de ce haut-parleur avec un micro un micro prévu pour, mais comme celui-ci, et récupérer un son superbe qu'on peut réinjecter. C'est des idées. Hein. Je ne peux pas vous faire un cours de sono là en 2 minutes, mais vous voyez, tenir compte de la compression dynamique, la plupart des gens n'y pensent pas, ils récupèrent les sons sur Internet et hop, envoyer ça dans la sono. Oui. Oui. On n'entend pas. Parlez plus fort. Oui, il faut vous parler un peu plus fort. Non, c'est pas vrai. Comme je disais, pour les sons compressés, nous avons de plus en plus de sons compressés maintenant avec le numérique. Le taux de compression du son a fait une influence justement. À un moment donné, vous parlez par exemple des radios qui compriment. En fait, le taux de compression, plus il y a de compression, plus le taux de compression est élevé, moins il y a de dynamique.
Et en plus, quand on a, vous avez vu tout à l'heure, l'énergie sonore est plus importante. La semaine du son est en train de travailler pour qu'il y ait une étude, donc avec des professeurs de médecine, en fait, pour qu'on fasse une étude justement pour étudier pour prouver qu'il y a nous, on est persuadé, si vous voulez, quand on fait des calculs énergétiques, on s'aperçoit que l'énergie sonore passe plus loin. Puis en plus, il n'y a pas de pause, si vous voulez, plus le son est comprimé continu, en plus, parce que c'est un autre facteur. J'ai parlé de la compression, mais il y a le facteur temporel. L'oreille n'a pas le temps de... Quand il n'y a pas de dynamique, c'est forcément plus nocif. Donc, tenir compte de la compression dynamique et surtout, quand il y a des problèmes avec le voisinage, je pense qu'il y a aussi un petit peu de réunion de conciliation parce que la perfection n'existe pas toujours et que le dialogue, la semaine prochaine, je vais faire la même conférence dans un conseil de quartier où il paraît qu'il y a un petit peu de soucis entre des lieux de nuit et des riverains. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris la liberté de rajouter du marqueur fluo là, les réunions, et d'agrandir ce que je vais leur dire, la réunion de conciliation, c'est aussi discuter quand il y a des problèmes d'émergence. Je ne parle pas des problèmes de niveau sonore, quand il y a des problèmes d'émergence, c'est compliqué. Donc là, on arrive au bout. Je vais vous donner quelques rappels quand même, parce que c'est vrai qu'on a évoqué tellement de choses. Vous vous rappelez, la dose de décibels, différente pour chacun d'entre nous, mais elle existe. Il n'y a pas que le volume, intensité, durée et répétition. Le risque auditif, il n'y a pas que les bruits désagréables, la musique aussi. Donc l'encoche, vous voyez, qui commence sur le 4000, voire le 6000, quand on a un traumatisme auditif, donc ça s'objective un petit peu à l'audiogramme, c'est un des signes en tout cas. L'impact des basses fréquences, donc on en a parlé tout à l'heure, c'est pour ça que maintenant elles sont légiférées et qu'il est dommage que ce texte de loi soit un petit peu coincé. En droit du travail, le maximum pour quelqu'un qui s'expose tous les jours à 8 heures. Bon, heureusement, on ne fait pas tout ça en termes de musique amplifiée ou d'écoute au casque. Mais bon, vous voyez, si on prend une caissière, si elle était dans un endroit où en plus il y a une musique d'ambiance forte, plus en plus le chef qui crie dans le casque, effectivement. Après, il faut quand même calculer la dose. 88 heures d'exposition, c'est 87 décibels max. Et vous vous rappelez, plus 3 décibels, c'est comme si on avait 2 fois le même nombre de sources, donc on divise le temps d'exposition par 2. Et les signes, baisse d'audition, baisse d'audition, hypoacousie, audition trop, impression que les sons sont trop forts, hyperacousie, ou le bruit qu'on entend mais qui vient pas de l'extérieur, sifflement, bourdonnement, quand c'est en sortant d'un événement, c'est une nuit de sommeil maximum. Ça, si vous en parlez autour de vous, vous pourrez faire pas mal de prévention. Donc, les 10 minutes de repos auditif dès que possible, ça c'est un truc qui n'est pas difficile à se rappeler. Ministère de la Santé, donc on a dit 30 minutes toutes les 2 heures, 10 minutes toutes les 45 minutes. La récupération thérapeutique lendemain de concert, c'est 12 heures à 24 heures de calme, voilà. Après, c'est vrai quand on est en festival. Comment on peut savoir si le son n'est pas affiché? En fait, s'il y a besoin de crier, c'est que vous êtes déjà au-dessus de 90. Donc vous êtes déjà en zone de danger. Donc si vraiment il faut hurler à son voisin pour parler dans un lieu où vous pouvez sortir, mais en plein air, vous pouvez vous éloigner. En fait, on perd 6 décibels dans les aigus en doublant la distance par rapport à la source très vite. Donc en plein air, c'est pas pareil. Et on percevra un son un tout petit peu plus aigu avec le même réglage de sono en plein air d'ailleurs qu'en lieu fermé. Et surtout faire des contrôles réguliers de l'audition. Pour ceux qui connaissent des gens qui écoutent le casque et qu'on entend à distance, donc on peut leur faire une expérience en fait qui est facile. On leur dit de prendre leur morceau préféré, de l'écouter comme ils l'écoutent d'habitude ou de l'écouter dans les transports, et on leur dit écoute-le dans ta chambre au calme, la chambre à 40 décibels de préférence, et là ils vont se rendre compte quand même que, parce que ça fait en général ça fait une prise de conscience, et surtout de parler bien de l'accidentologie, parce que si je vous conseille les casques les moins dangereux pour l'audition, donc ceux qui isolent le moins, qui isolent le plus pour aller en milieu bruyant, évidemment on entend mal la circulation, plus l'histoire des ressources cérébrales de tout à l'heure, ça va pas. Après, si je vous ai convaincu de faire un peu de prévention, rappelez-vous que, vous avez vu, j'ai pas été dans des messages radicaux, si vous voulez, on est presque au bout. Chacun d'entre nous est différent, de toute façon on ne peut pas dire un tel ou un tel va s'abîmer l'audition à tel niveau précisément. Il faut prendre des précautions et faire des tests d'audition réguliers.
Il ne faut pas se rappeler faut pas oublier qu'il y a le risque, il y a le plaisir, et que c'est vrai que les musiques amplifiées et puissantes, moi j'ai goûté à ces choses-là autrefois, il y a quand même un certain plaisir, on ne peut pas le nier, donc faire passer le message que tous les bouchons ne se valent pas, parce que beaucoup de gens ne les mettent pas quand ils sont gratuits, parce qu'on ne peut pas distribuer autre chose que des bouchons housses. Éviter l'excès, il y a bien des gens qui peuvent s'abîmer l'audition d'un seul concert, mais en général, c'est plutôt le concert de trop. Il y a des exemples dans la presse d'articles qui ont communiqué sur des arrêts de carrière pour ce genre de choses. L'ingé son m'a envoyé un blast dans le casque, etc. En fait, c'est le coup de trop, mais il y a déjà eu la dose d'avant, si vous voulez, qui a fait. Alors après, donc, les bouchons spéciaux musique, je sais pas, ce serait bien quand même qu'il y en ait un petit peu partout, justement, pour que il n'y a pas que les bouchons basiques. Après, 100% de chance d'avoir des bouchons, c'est d'en avoir soi-même en arrivant à l'événement. Ils ne sont pas encore labellisés, donc je vous ai donné la façon de dire la courbe de réponse. Finalement, c'est pas plus difficile que de lire une courbe de réponse sur un matériel hi-fi. Donc il faudra accentuer un peu la formation des sonorisateurs. Vous avez vu, il y a des trucs auxquels on pense, il y a des trucs auxquels quelqu'un qui n'est pas formé ne va pas forcément penser tout seul, et ça explique pourquoi dans certains événements le son peut ne pas être très bon, en particulier dans des événements privés. Bon, l'éducation à la santé, tout ce que je vous dis là, ça devrait être enseigné dès le plus jeune âge possible, vu que maintenant les tablettes et les baladeurs, plutôt les tablettes d'ailleurs, et les smartphones sont utilisés dès le plus jeune âge pendant des heures dans la voiture, on va dire sur un Paris-Marseille avec des dessins animés. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on a des chiffres là-dessus. La semaine du son en a sorti, il y en a sur son site. On se rappelle aussi que le risque auditif nous concerne tous et que le décibel n'est pas si compliqué que ça. Maintenant, vous savez qu'on peut le lire comme un thermomètre, et voilà, je suis arrivé au bout. Maintenant, j'écoute vos questions. Voilà. Alors, peut-être avec le micro.